Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de nos petites séries de l'été avec Simon. Ça va Simon ? Ça va et toi ? T'es chaud pour parler d'une grosse série ? Énorme série, une de mes préférées honnêtement. Ouais voilà, une série un peu où ça fristouille comme on dit. Donc on va se poser là-dessus. Knicks Pacers 95, vous l'avez vu dans le titre. Deux équipes, les gens le savent, qui peuvent pas se blairer dans les années 90 et même encore aujourd'hui. On l'a pas choisi au hasard, vous avez remarqué que sur la première... série de l'été, on a parlé du Thunder, finaliste, même champion sortant. Le Thunder a joué les Pacers en finale NBA. On s'est dit, deuxième série de l'été, on va trouver une série Pacers. Naturellement, on a fouillé. Ça aurait pu être une autre année pour prendre... l'année précédente. Ouais, ou plus loin. Enfin bref, il y a plein de choix possibles. On va vous parler de tout ça, mais tout de suite... Comme d'hab, le plan classique, on va vous faire le contexte, je vais passer la main à Simon. Derrière, on parlera des protagonistes. Ensuite, on fait un match par match. Ensuite, on vous pose nos petits top 3 de la série. C'est pas évident sur cette série. Mais j'ai l'impression que ce sera jamais évident les top 3 en fait. Non mais j'ai l'impression que finalement sur la première on est tombé à peu près d'accord là dans ce Thunder Warriors et là je pense que c'est... Et là il y a peut-être même débat pour le numéro 1. Il y a débat, ouais exactement. C'est ça en fait. L'ordre, le numéro 1, le machin et tout. Une fois qu'on aura posé ce top 3, il sera temps de parler de la morale de la série et de conclure. Et puis voilà, on espère que tout ça va vous plaire. Dans un premier temps, Simon, je propose que tu nous poses le concept, n'importe quoi, le contexte de cette série et que tu nous parles un peu de ces Knicks et de ces Pacers de 95. Il n'y a pas Michael Jordan, je crois, dans la ligue. Non, c'est ça. Là, on est en fait au début de ce qui sera... Enfin, au début, on est sur la première trilogie, appelons ça comme ça, puisque les Pacers, en fait, et les Knicks, ils s'aiment pas, mais ils adorent se jouer en play-off. Il y a des bonnes raisons pour lesquelles ils s'aiment pas. Ils vont se jouer là, premier tour 93, ils vont se jouer ensuite en finale de conf 94. Là, la série dont on parle, c'est un deuxième tour des play-offs 95. Premier tour 93, c'est qui gagne ? C'est les Knicks, les Knicks de Pat Riley assez facilement, qui vont ensuite perdre contre les Bulls. Ouais. Tu sais, c'est la fameuse action où Charles Smith se fait contrer 50 000 fois. Ouais, oui, c'est vrai. Voilà. Ensuite, tu as du 94. 94, c'est là où c'est. D'ailleurs, on peut vous j'ai montrer une petite image, on est d'accord ? Tu me dis 94. Tout de suite, ça je te chope une petite image, on est d'accord ? Hop là. Le choke sign. C'est ça, 94. Ouais. Enfin, il n'y a pas que ça dans la série. Non, il n'y a pas que ça. Et ce qui est surtout, faut remettre les choses, faut remettre les choses dans le contexte et tout. Mais les Knicks gagnent cette série, puisque derrière ils vont perdre contre les Rockets en finale NBA en 94. C'est vrai. Et Ewing notamment est monstrueux au match 7. Il fait quand même le choke sign, c'est au match 5. Indiana à ce moment-là prend l'avantage 3-2. Un gros Ewing, surtout un Ewing monstrueux au match 7. 24 points, 22 rebonds, 7 passes, 5 contre. Claquette en fin de match. Monstrueux. Encore une fois, la phrase classique, mais imaginez quelqu'un à l'heure des réseaux sociaux à New York, machin et tout, fait ça. Statue le lendemain. Ça, c'est le match 5. C'est le match 7. 7. Ah, c'est le 7. Pour conclure la série. C'est donc l'image que j'ai mise là à l'écran, que je mets aux gens à l'écran. C'est cette image-là, c'est Pat Ewing qui célèbre. Peut-être la plus belle image de la carrière de peut-être. Il célèbre avec le public du Madison Square Garden la qualification pour les finales. C'est ça. Ah, c'est lourd. Ça. Les Knicks rêvent de titre, évidemment. La première année, en fait, dans l'absence de Jordan, ils vont perdre contre les Rockets, donc Hakeem Olajuwon en 7, avec un John Starks qui a 4 chokes. Par exemple 4 chokes, en match 7, etc. et tout. Et la choke de ouf. On se retrouve en fait, alors que Michael Jordan cette année-là revient, mais c'est encore le 45, donc il est encore prenable. Donc Jordan est là, mais la fenêtre est quand même encore ouverte pour New York et tout. En 95, les Bulls qui vont se faire sortir par le Magic de Shaq et Penny. Ouais, l'interception de Nick Anderson, tout ça et tout. Bref. Et donc là, 94-95, ça se retrouve. Ça se retrouve cette fois dès le début au deuxième tour. Demi-finale de conférence Est. Ouais, demi-finale de conférence Est. On est sur vraiment... On fait des grosses saisons, les équipes Ouais. Les Pacers sont seconds, derrière Orlando, justement, qui est premier un peu avec la jeunesse et toute Penny Hardaway, Magic et tout, qui ira donc jusqu'en finale, Orlando, l'année-là. Les Pacers, eux, sont seconds avec un bilan de 52-30. New York est troisième, mais a un meilleur bilan. 55-27. Alors pourquoi New York est troisième ? Parce qu'en fait, quand tu gagnes ta division, c'est encore ces règles où les Pacers étant dans la centrale. Je montre ça. Les Pacers sont dans la centrale, voilà. Là, vous avez le classement. Ils sont premiers de la centrale, donc en fait, tu es automatiquement deuxième. Exactement. C'est-à-dire qu'après. Les deux vainqueurs de chaque division sont automatiquement premier, deuxième, en fonction de leur bilan. Et ensuite seulement, on classe les équipes suivantes, même si l'une d'entre elles a un nombre de victoires supérieur au deuxième. Alors c'est un peu technique. Il faut bien voir déjà. J'ai mis exprès le classement de cette saison-là parce que vous pourrez remarquer, vous qui êtes des fidèles suiveurs de la NBA, qu'à l'époque, il y a encore que
2 divisions par conférence. C'est ça. C'est-à-dire que à l'Est, tu as 14 équipes, 2 divisions de 7. Ouais. Et à l'Ouest, tu as une division de 7, une division de 6. Tu as 27 équipes en tout dans la ligue. À l'époque, qu'est-ce qu'on n'a pas encore ? On n'a pas les Canadiens, je crois. On n'a pas les Grizzlies ni les Raptors. Et il nous manque les Pélicans aussi, qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Voilà. Et il y a encore les Sonics, par exemple. Pour illustrer ce que vous disiez, oui, tout à fait. Il y a encore les Sonics qui ne sont pas encore le Thunder, ça ne serait pas pour tout de suite. Et pour illustrer ce que vous disiez, Simon, vous voyez ici donc le Magic premier de l'Est, les Knicks 55 wins ont le deuxième bilan de l'Est, mais les Pacers sont premiers de la centrale division avec 52 victoires donc, sont donc deuxième, mais n'ont pas l'avantage du terrain. C'est là l'astuce, voilà. Tu es classé deuxième, ce qui te permet de jouer le septième et non... Au premier tour. Mais si tu rencontres le troisième, comme là, c'est le cas New York, qui a un meilleur bilan que toi, la logique quand même est respectée. Ils ont gagné plus de matchs que toi. Ils ont l'avantage du terrain. Donc en demi de conf, Pacers deuxième face à Knicks troisième, mais Knicks ont l'avantage du terrain. C'est quand même important pour le déroulé de la série. Vas-y, continue. Et format 2-2-1-1-1 à cette époque. Encore, parce qu'après il y aura des modifs et tout. Effectivement. Ça, c'est le contexte vraiment global. Après, pour rentrer un tout petit peu plus, parlons du premier tour. Ouais. Le premier tour, les Pacers ont battu les Hawks 3-0 assez facilement et les Knicks ont disposé des Cavs, Gentleman Suite 3-1. Ouais. C'est les Cavs de Mark Price, la fin de Mark Price, et il y a casting un peu improbable. Tyrone Hill, Bobby Fields, John Roth Williams que tu auras après à Phoenix et tout. Voilà, c'est des Cavs un peu mid. C'est plus les grands Cavs entre guillemets qui étaient. Franchement, c'est deux équipes qui ont tabassé leur premier tour. Franchement. Ouais. Et le rendez-vous, c'est maintenant. Il n'y a pas eu de discussion. C'est maintenant, on a bien mis le contexte, donc vous avez compris, c'est la 3e année de suite que ces deux équipes-là se jouent en play-off. Les Knicks ont sorti 2 fois de suite, en 93 et en 94, ont sorti les Pacers. Il y a déjà une énorme rivalité due à la série de la saison d'avant en 94, choke sign. Là, on arrive en 95. Énorme, tu parlais des joueurs un peu des Cavs, des machins, c'est intéressant. On va se faire un petit tour sur les protagonistes là, de cette série, là, voir plaisir. Un peu qui y a là-dedans. Vas-y, je t'écoute, Simon. Bon, on vous en a déjà montré plus en photo certains, mais on va commencer quand même par Pat Ewing, The Beast of the East. C'est un monstre. Je trouve qu'on, trop souvent, là je donne vraiment mon avis, mais on relativise un peu trop l'impact et le niveau de Patrick Ewing dans ces années-là. Je suis d'accord. On parle d'un top 5, top 4 MVP. D'ailleurs, il est top 4 en 4e, il est top 5 au MVP en 95. Oui. Non, mais il est monstrueux. Il est monstrueux. C'est l'un des vraiment meilleurs joueurs de la ligue, dominant des deux côtés du terrain, monstre défensif, etc. Et, tout. Et énorme leader, moi je trouve, dans la relation avec le public, mais aussi ses joueurs et tout. T'as vraiment un côté Ewing et les lieutenants, et il y a un groupe très soudé autour de lui et tout. Il y a beaucoup d'émotions dans le leadership de Pat Ewing, et je pense que jouer avec ou pour Pat Ewing, ça devait être quelque chose d'assez fou. Il y a un mec qui a la classe et tout. Petit truc en plus, c'est marrant, cette année-là, alors qu'il est top 5 au MVP, il est dans aucune All-NBA team, tellement le poste de pivot est monstrueux, Alex. C'est-à-dire que dans la première, tu as Robinson, puisqu'il est MVP, donc il est logiquement quand même... T'as David Robinson donc dans la first. Ouais. Okay, pivot de la first, David Robinson. Pivot de la seconde. Shaq. Ouais. Shaq. Alors c'est que sa 3e saison en 95, mais attention. C'est une tornade le Shaq du Magic. Et 3e, le meilleur ami de Pat, Hakim. Oui. Il se fait fumer la third team. Donc c'est un moment où le poste de pivot est tellement dominant que tu peux être top 5 au MVP, mais dans aucune All-NBA first team. Aucune All-NBA team tout court, pardon. C'est un truc de fou ça. Ça c'est rigolo. Dans le casting, en face, la star côté Indiana, c'est Reggie Miller. On vous l'a montré là tout à l'heure, je vous ai montré la photo du choke sign. Ouais. Il a Reggie Miller, là on parle. Alors c'est pas forcément calibre MVP, c'est pas pareil, c'est pas un top 5, c'est plus un top 15 on va dire des meilleurs joueurs de la ligue. C'est un franchise player par contre. Et puis il a le gène clutch. Ouais. Ça, on l'a vu, on l'a vu l'année d'avant. Il a la grande bouche, il a voilà. C'est marrant comme il y a certaines similitudes. On va voir, il y en a plein d'autres et tout, mais avec ce qu'on retrouve dans les Pacers actuels, il y a un côté Reggie Miller est un peu capable de miracles. Oui. De shoot décisif, de choses comme ça et tout. Un peu comme Tyrese Haliburton, toute proportion gardée. Tyrese, lors des dernières finales. C'est un run à la Reggie Miller, voir. Il a fait hommage. Contre et tout. les Knicks, les finales de conf, il fait un petit choke sign quand même. Elle est assez folle celle-là. C'est pour ça aussi qu'on voulait prendre cette série, évidemment, parce qu'elle fait vraiment écho à l'actu. Après, autour de Reggie Miller à Indiana, ses lieutenants, en gros, c'est Derrick Mackey. Un espèce de monstre à l'aile. Alors, c'est des postes 3 de l'époque, mais on a checké Alex. 2m08, 110 kg. Poste 5 actuel, quoi. Poste pas 4. Si technique que ça. Aujourd'hui, ça serait vraiment un 4.
Et un 4 costaud, je trouve. Ouais, un 4 très costaud. Genre, il jouerait petit pivot sans aucun problème. Ouais, small ball. Sans aucun problème. C'est le lieutenant avec surtout quand même Rick Smith aussi. Oui. Qui est un pivot. Alors à l'époque, c'est un mec qui a été choisi deuxième de draft, je pense, dans les années 87. Hollandais, un joueur hollandais. 2m20, non? Ouais, 2m20. Il est vraiment très grand. Plus grand que Pat Ewing. Ah ouais. Et il est. Regardez, vas-y, il est vachement dans l'effort. Il a dû toucher, notamment en attaque, sur du shoot et tout, un peu de loin. Mais en fait, c'est un bon défenseur, un peu au sol et tout, mais vu qu'il fait 2m20, c'est pas si grave parce qu'il a qu'à lever les bras. Et il est bon en défense en fait. Ça, je t'avoue que j'avais pas forcément cette notion-là et tout. C'est un bon joueur, c'est un vrai bon joueur en fait. Basket référence, tiens, c'est marrant, je vous le mets là. Basket référence nous dit ici, là vous l'avez, 2m24 pour Rick Smith. Non, il est vraiment balèze. C'est vraiment grand, vraiment très très grand l'ami Rick Smith. Donc ouais, c'est lui. Et lui, on va dire que c'est un joueur à 18, enfin c'est conséquent quoi, régulier, tout ça et tout. Attends, il a dû toucher. Ouais, il a un touché en attaque. Si je devais le comparer à un mec d'aujourd'hui, c'est une espèce, attention, de mix entre Kristaps Porzingis et Brook Lopez. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas mal. C'est très grand, mais il est beaucoup plus grand que Brook Lopez. Il est grand comme Kristaps, et il y a ce côté un peu softy du rebond, mais quand même très grand, capable de peser de ouf dans les moments clés et beaucoup de toucher en attaque. Rick Smith, attention. Ouais. Vrai toucher. T'as bête de coach aussi, Larry Brown. Qui est vraiment un maître tacticien, etc. et tout. Bien sûr. Ça, c'est côté avec Indiana. Pat Riley en face. Enfin, voilà. On en a parlé, mais voilà, c'est un Pat Riley, coach duel Knicks. de coach. Et les Pacers sont hyper structurés, équipe assez collective. On a déjà ce qu'on connaît après Larry Brown, qu'on retrouvera plus tard, notamment aux Pistons, qui est l'apogée de sa carrière et tout. Ce côté playing the right way. Ça joue juste, les Pacers, ça joue assez collectif quand même. C'est pas encore tout à fait aussi développé, peut-être ce côté collectif, etc. que les Pistons, mais tu retrouves ça. Une équipe entre guillemets un peu démocratique, c'est assez équilibré. Là où les Knicks, c'est quand même beaucoup autour de Pat Ewing, l'attaque. Ouais. Et Starks qui arrose. Alors quand ça tombe dedans, tant mieux. C'est génial. Quand ça tombe pas dedans, c'est le bad trip. Après, Starks a sa décharge. Il a une petite mission en défense, un petit peu relou. Je vous la mets à l'image, la mission défensive. John Starks se fade Reggie Miller. Et il faut le savoir, défendre sur Reggie Miller, c'est pas tu vas te faire isoler et tu vas devoir gérer des mecs qui viennent faire un écran sur le porteur de balle, c'est tu dois devoir suivre un mec. C'est le Snake dans Nokia pour les anciens, c'est vraiment ça. Vous vous rappelez du jeu, c'est ça, tu passes ta vie à faire ça. Et si t'es en retard, il y a panier et en plus tu te fais trash talker la gueule. Je me permets de rajouter que les écrans de l'époque, c'est les frères Davis. Enfin, c'est pas des frères, mais c'est Dale Davis, Antonio Davis qui te les collent et tout. Non, c'est des cousins. Non. Ils ont pas de lien de famille du tout. Il me semble pas. Et Dale Davis, il me semble. Derrick Mackey ou des trucs comme ça. C'est Dale Davis ou Antonio Davis, le papa de Trace Jackson Davis là, des Warriors. C'est Dale Davis, je crois. Ouais. Et je vous jure, c'est des écrans, c'est des trucs. C'est de la 4K. À l'époque, ça n'existe pas encore, mais je peux dire qu'eux, ils ont créé la 4K. C'est terrible. Ça fait mal. Ça se voit à l'image. Quand tu regardes les matchs, ça se voit que ça fait mal. Quand ça touche. Et puis t'as encore le droit, c'est le basket à l'ancienne, ça, je veux dire, tirer le maillot c'est normal en fait. Décaler un peu l'épaule quand le mec passe aussi. Mais Starks, je t'avoue, on va assez admirable en défense. Offensivement, on va en reparler, c'est pas forcément mais en défense, franchement, il se donne. Alors, il se donne pas en 93 par exemple, ils se sont mis des coups de boule avec. C'est vrai qu'il y a un petit coup de tête. Ils se détestent vraiment. Un coup de tête, il y a des têtes qui s'effrôlent quoi. Et autant tu sens que Starks, qu'on connaît aussi pour sa défense sur un certain Michael Jordan dans ces années-là. Alors, il cherchait à titiller Jordan, mais je pense qu'il savait qu'il était en dessous de Jordan et tout. Et il avait sans doute une forme de respect quand même pour Jordan. Autant tu sens qu'il déteste vraiment. Mais je pense que s'il pouvait lui... Il déteste Reggie. Il déteste Reggie Miller, vraiment. Il n'y a aucun doute là-dessus. Reggie Miller, lui, il déteste tout le monde. Donc il déteste Starks, mais il déteste tout le monde. Mais tu vois que Starks, vraiment, il peut pas le piffrer, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu as dit au tout début, parce que tu parlais du style des Pacers. Et je pense que si je peux ajouter juste un tout petit truc qui est intéressant, peut-être, c'est... Il y a quand même une opposition de style entre ces deux équipes. C'est-à-dire que les Pacers, c'est collectif. C'est pas que les Knicks sont pas collectifs. C'est collectif, ça essaye de faire tourner la balle. Le franchise player est un joueur capable avec la balle. Attention, Reggie, il rigole pas avec la balle, mais qui est quand même un joueur très off-ball, qui se base sur la qualité de passe de Rick Smith ou de ses arrières, genre Mark Jackson ou d'autres gars comme ça. Alors qu'en face, effectivement, t'as les Knicks qui vont nourrir Pat Ewing au poste à fond,
qui vont se servir de leur 6e homme, Anthony Mason, c'est-à-dire, bah voilà, vous avez déjà vu une ballerine de 125 kilos avec un peu point forward. Exactement, une papade gauche et tout machin, les bonnes passes de Charles Oakley et du Starks qui arrose, et en face, t'as la défense collective intelligente des Pacers, qui est une défense très forte, mais qui est pas une défense de contreur, intercepteur, machin physique qui te fait chier. Ouais, c'est plus au global, c'est une grosse défense collective. Alors que les Knicks sont vraiment des fermeurs de raquettes et des bulldogs à la Starks qu'on envoie en premier rideau, ou en tout cas sur du Reggie Miller. Il y a une vraie opposition dans le style que les deux équipes proposent. Complète, il y a une vraie opposition, mais dans un moule qui est quand même assez similaire, où tu retrouves vraiment cette alternance entre un shooter Starks, Miller d'un côté, et un pivot dominant Smith ou Ewing, parce que demi-terrain ils servent aussi beaucoup Reed Smith ou Reggie Miller en leur, mais c'est vraiment là-dessus les deux équipes se ressemblent. Beaucoup d'équipes sont composées comme ça en fait dans les années 90. Les Bulls avec le triangle et Jordan, Pippen, Allel font figure d'exception en fait. On retrouve Olajuwon Maxwell puis Olajuwon Drexler, etc. Il y a beaucoup ce côté 1-2, 1-5 à peu près. Les Suns, vous êtes un peu aussi différents, mais t'as quand même Barkley qui est servi au poste, ou alors Kevin Johnson. Enfin, tu vois, le côté. Oui, c'est différent. On retrouve souvent ce qu'on appelle des. Pardon, je suis Lexan, mais le côté one-two punch. Oui. Et on va dire l'apothéose de ce truc-là sera en fait Kobe Shaq. Oui. Sauf que Kobe Shaq, ou même Shaq Penny à l'époque, avec le Magic par exemple, il y a un côté que Shaq te permet en tant que big man incroyable à l'époque, que Barkley, c'est un big man, pas très grand, mais c'est quand même un big man en fait. C'est les Suns et le Magic à cette époque-là, dans les années 90, ont cette espèce de point commun. Il y a des grosses différences, mais genre eux, ils jouent comme ça avec des big man qu'on sert au poste, et en même temps, ils jouent vite. Et un peu plus de 3 points. Et un peu plus de 3 points, et ils jouent vite. Elle joue vite. Ouais, c'est vrai. Genre les Suns de 95. Là, on est sur du tempo tranquille. Il y a peu de contre-attaque. Ouais, regarde les matchs. On va arriver gentiment au match par match. Il y a qu'un seul match où c'est les deux équipes en l'occurrence. Les deux équipes vont passer les 100 points au match 1. On va en parler, je vous le spoil pas. Simon va vous parler du match 1. Derrière, ça ne passe jamais les 100 points. Et puis ça flirte avec les 90. Jamais de la série. Aucune des deux équipes ne passe les 100 points. C'est une série très années 90. Et pour finir là-dessus sur le style de jeu et tout, en fait, il faut voir qu'en permanence, les Knicks systématiquement, le basket est vu comme, enfin les équipes sont composées avec un bac court et t'as seulement 2 joueurs qui sont derrière la ligne à 3 points, et encore Alex. T'as vraiment des possessions où t'as Starks qui se balade à la fois derrière la ligne à 3 points, un peu au mi-distance et tout, et la frontline, ce qu'on appelle la frontline poste 3, 4 et 5, ce sont des joueurs qui jouent près de la raquette. Tout à fait. Non mais le contraste il y a quoi, il y a 20 ans d'écart, il y a 21 ans d'écart avec la série Thunder Warriors qu'on a traité au premier épisode. Le contraste de jeu, tu sais, dans la Thunder Warriors on a parlé de genre les 2 tours, Enes Kanter et Steven Adams, mais là ils rigolent. Là, ils se disent attends, c'est un spacing de fou. Le fave-out, je pense que si quelqu'un fait ça, tu vois, les joueurs s'évanouissent quoi. Il y a pas de. C'est complètement l'opposé. Surtout Larry Brown et Pat Riley. C'est assez marrant de voir ça. Et pour finir, dernier truc, les trois du frontline, donc les 3 intérieurs, on va dire, ils jouent à l'intérieur, jouent le rebond offensif. En fait, ils sont plantés. Il y a un côté, on est planté là, et juste on se pousse avec l'autre mec, voilà, et on va soit avoir la balle, soit jouer le rebond offensif, et en fait les 2 seuls mecs qui courent, c'est le pack court. Les postes 3 sont vraiment plus des intérieurs actuels des postes 4, d'ailleurs on voit aux dimensions, mais aussi dans ce qu'ils font, dans leurs attributs, dans leur style de jeu, tout ça et tout. Et c'est là où c'est intéressant. Certains joueurs, dont Anthony Mason ou des choses comme ça, même Derrick Mackey, sont un peu plus versatiles. Donc en fait un poste 3, on va dire c'est un poste 4 qui a juste un peu plus de dribble. Qui est un peu plus versatile que le poste 4. Versatile dans le sens polyvalent. Voilà. La vraie traduction du mot versatile. C'est ça, polyvalent. Parce que versatile, ça veut pas dire versatile en français. Pardon. Non, mais c'est important, je précise. Mais toi, tu parles bien de polyvalence. Oui, de polyvalence et de capable de manier un peu le ballon, un tout petit peu plus. Ouais. Ça nous fait des beaux protagonistes. Ça me paraît pas mal. Ça peut pas se piffrer. C'est en demi de conférence de l'Est en 95. Il y a une fenêtre de tir qui s'appelle l'absence de Michael Jordan, ou en tout cas, comme l'a dit Simon, il vient de revenir, mais ils sont pas prêts, ils vont se faire fumer. 45. Ils vont se faire fumer par le Magic. Donc là, il y a un coup à jouer. Il faut aller en finale de conf déjà pour commencer. En finale de conf, on en reparlera plus tard dans la conclusion, mais déjà, faut passer l'obstacle. Donc on arrive à ce match 1 pour démarrer le match par match. On commence par le match 1 à New York. On est début mai 95 à New York, puisque New York a le meilleur des 2 bilans. On vous a expliqué et tout. Vas-y Simon, match 1. Franchement, ça c'est un classique. On démarre la série par un classique. On perd pas de temps, on prépare par un match culte. Bien sûr. Culte, voire cultissime, voire machin.
certains en parlent comme l'un des chokes, voire le choke le plus mémorable dans les playoffs là, de ces années-là. Bah, en même temps, il y a de quoi. Je sais même pas par où commencer, Alex, tellement c'est fou, mais on va commencer par la fin et l'essentiel. Reggie Miller, en gros, va, dès le début, c'est même pas climatiser le mot, c'est. Non, là, c'est plus une clim à ce niveau-là. Donc, je sais pas. Je pense que vous voyez de quoi on parle et tout. C'est une congélation. Non, mais ouais, franchement, c'est ça. C'est vraiment. C'est freezer, tout ce que vous voulez, etc. et tout. En gros, les Knicks mènent et il reste 18 secondes. New York est devant de 6 points. 18 secondes 7. Donc je veux dire, dans le Madison, ça fait 5 minutes que les gens ils sont comme ça nanana, et tout, tu vois. Même les joueurs ont célébré. Il y a une vibe un peu Euro 2000 en foot. Ah, une vague italienne. Ouais. Non mais à tel point c'est choquant. Même quand tu le revois encore aujourd'hui, il faut le voir. Bon, tout le monde connaît la liste, mais il faut le revoir en temps réel, voir le match. C'est choquant ce qui se passe. Il reste donc 18 secondes de la fin. Reggie Miller à ce moment-là, il fait pas un bon match. Il est à 23 points, mais 5 sur 16 au tir, 1 sur 5 à 3 points. Et d'un coup, il va mettre 8 points dans les 18 secondes finales pendant que les Knicks n'en mettent pas. Mais même c'est 8 points en 9 secondes au final, parce qu'il y a, en plus, il y a un début du temps. Enfin, à 18 secondes de la fin, il y a plus 6 pour les Knicks. Mais en fait, il y a les actions qui s'enchaînent. Ouais. Et en gros, il va mettre un 3 points. Anthony Mason panique sur la remise en jeu. Interception de Reggie qui recule derrière 3 points, qui remet dedans. Égal. Et ensuite 2 lancers les Reggie. Égal, ça fait égal. En fait, les 2-3 points ramènent de moins 6 à 0. Enfin, à égal. Ouais. Et après, il y a 2 lancers. Ouais. Et en fait, c'est la stupéfaction. Ça va hyper vite pour le public du Garden. Mais tu sens que ça va hyper vite. Ça va vite pour tout le monde. Je me suis même vraiment demandé s'il n'y avait pas des gens. Tu sais, l'ascenseur émotionnel, je me dis, il y a des gens qui ont dû péter un câble. Tu vois, vraiment. C'est chaud. Il est face à lui seul, donc une avance. On parle de 105-99 Knicks à quelques instants plus tard. 107-105. Le Madison, c'est même pas qu'il est éteint. C'est éteint. Il n'y a plus de jus, il y a plus. Enfin, tout est éteint. C'est l'enfer. C'est terrible. Surtout que c'est. Donc, tu mènes. Tu prends un 3 points. Bon. Derrière, il y a une énorme erreur de remise en jeu. Ouais. Anthony Mason, comme tu l'as dit, et tout, ça se casse la gueule là et tout. Reggie, il récupère. Mais il faut vraiment aller. Si vous n'avez pas vu les images, faut vraiment aller voir parce que Reggie récupère la balle. Et là, il faut quand même rendre hommage à l'intelligence de jeu et à la compréhension de ce qui se passe de la part de Reggie Miller. C'est facile à dire comme ça. L'autre, il n'y a plus rien quasiment sur le chrono. Présence d'esprit. Petit dribble en arrière pour se mettre à 3 points. Gros step back. Ouais, et vas-y que je te pose la ficelle. Franchement, c'est une ficelle. Rien que d'y penser là, t'as les poils. Non, mais ce shoot-là, lui tout seul, c'est du Ray Allen 2013, tu vois. Ah ouais. Et en plus, il y a le 3 points avant, les lancers derrière, puis le fait que Starks lui a mis un coup de tête 2 ans avant, qu'il vienne de se faire éliminer en 7, enfin, tu vois, et tout. Donc tu te dis, ok, en fait, il y a tout de suite, on installe une continuité dans la dramaturgie de cette trilogie de Knicks Pacers. Je vous mets l'image. Dès le match 1. Ça, c'est mon Reggie. C'est le gamin, hein. C'est le gamin, ça je me suis pas trompé. Hein. Ouais. Voilà. Ça c'est mon Reggie qui vient, je pense, d'égaliser. Non, vu la position, faut regarder. Non, c'est les lancers, c'est fini. Pardon, excusez-moi. J'avais pas vu l'horloge en haut là. Non, c'est terrible. C'est terrible. Donc cette image-là, elle est symbolique de ce Game 1. Reggie Miller vient de mettre 8 points en 9 secondes de chrono réel, tu vois, voilà. Il y avait plus 6 à 18 secondes de la fin, comme vient de vous dire Simon, et les Pacers récupèrent l'avantage du terrain, du coup. Et c'est pas un vol, c'est pas un braquage, c'est un crime. C'est encore un crime à New York. Il faut voir, on a reparcouru là, on n'aura pas le temps, sinon la vidéo va durer 5 heures, mais la presse de l'époque, les trucs et tout, c'est un traumatisme vraiment tout de suite dès le début, parce que tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Pourtant, normalement, les Knicks, tu vois, finaliste antithèse, restent entre guillemets favoris, mais d'entrée de jeu, Reggie a fait quelque chose d'assez incomparable. Alors, il y a aussi quelque chose. Ouais, c'est vraiment un classique. C'est un des chokes les plus improbables, etc. Et tout, et il lance très bien la série. Ah ouais. Vraiment, là, on est un peu mieux parti. Donc là, on a 1-0 Pacers. Petit dernier truc sur le game avant de finir, c'est quand même que les Knicks ratent des lancers importants. C'est un truc qui va revenir. Ah bah ça, on va en parler. Anthony Mason est à 3 sur 7 dans le match. Starks rate des lancers à la fin. Qui aurait pu normalement, alors on sait jamais, Reggie ça se trouve il aurait mis il aurait trouvé un moyen de remonter quand même, tu vois, mais il y a ce thème des lancers qui va commencer à venir là pour les Knicks. Tu veux qu'on sorte la stat tout de suite ou pas? Ouais, remarque, on peut y aller. La stat globale sur cette série, je vais vous mettre à l'écran ici tout de suite les stats des Knicks sur cette série, vous pouvez le voir ici en bas. 146 lancers marqués sur 216. C'est-à-dire que dans une série qui va aller en 7, les Knicks ont laissé 70 points
sur la ligne de lancer. Je répète, dans une série de 7 matchs, ils ont laissé 70 points sur la ligne de lancer. En collectif, ils sont à 67% de réussite seulement au lancer franc sur la série. C'est pas assez du tout et c'est beaucoup trop de points laissés dans une série où il y a tellement de matchs serrés. Non, franchement, honnêtement, c'est peut-être la stat de la série, franchement. C'est ce qui fait pas une que la rubrique, série, mais ça pourrait être une rubrique. Ça pourrait être une rubrique. Alors, Mason en rate plein et il y a du hack sur lui et tout parce que c'est pas un bon shooter de lancer avec sa mécanique là comme ça. Et Starks qui lui est censé être un bon shooter, on retrouve malheureusement le côté un peu choke de Starks quoi dans cette série. Patoche, regarde Patoche. Et Patoche. 28 sur 44. Non, c'est faible, 28 sur Starks 44. 19 sur 32, tu vois, c'est pas un intérieur. C'est un shooter normalement Starks. C'est pas normal. C'est pas normal et alors ça coûte cher. Bref, voilà. Alors le match 1 c'était long. Le match 2 par contre Alex, ce que je te propose c'est qu'on aille assez vite. Vas-y. Toujours au Madison. Ouais. Et là les Knicks en gros on va aller vraiment vite parce que c'est un blowout. Ils sont vénères. Ouais, ils gagnent de 20 points, 96-117, enfin 19 points. Knicks vénère, dos au mur, enfin faut pas le perdre, on le sait. Bim bam, t'envoies du sale, l'épaisseur ça rentre moins au tir. Reggie est là pour la peine Starks. Sur Reggie, il est impérial en défense et tout. Reggie limité à 10 points, à 3 sur 10, 1 sur 4 à 3 points. On le voit pas du match en fait. Là, je vois dans tes notes, t'as mis Dale Davis, meilleur marqueur des Pacers avec 13 points. Quand Dale Davis est le meilleur marqueur des Pacers avec 13 points, c'est logique qu'ils perdent. Ouais, bah là, sinon. Et puis de l'autre côté, ils ont même pas besoin d'un gros Ewing. C'est Derek Harper. Souvent sous-estimé d'ailleurs, gros joueur, ça, énorme meneur Derek Harper, ancien des Mavs. Ouais. 24 points, Starks est à 19 points, etc. et tout. Ce que je peux faire avant de passer au match 3, parce que de nouveau, non, enchaînons tout de suite sur le match 3. Comme tu veux. Non, enchaînons sur le match 3. Allez, match 3. Match 3, donc on est reparti à Indiana, enfin on est à Indianapolis chez les Pacers. Et là, donc on est à 1-1. Ouais. Indiana a volé, ça ressemble à des séries de Pacers actuelles, tu vois, dans des mecs. Indiana a volé un match, mais vraiment le premier, mais les Knicks ont montré qu'ils étaient bien au-dessus chez eux. Donc on se dit, tiens, ça va être vraiment un match tournant normalement celui-là, parce que soit Indiana, avec l'avantage du terrain et tout, montre qu'ils peuvent dominer, qu'en fait c'est pas un scandale ou que c'est pas du hasard, soit les Knicks sont vraiment au-dessus et tout. Et du coup, qu'est-ce qui se passe évidemment dans ces cas-là? Prolongation. Le match a évidemment du match à se décider. C'est un énorme match de basket, encore une fois et tout. Et là, en fait, deuxième victoire en 3 matchs de 2 points en prolongation pour les Pacers. Deuxième vol des Pacers dans la série, deuxième choke un peu des Knicks. Parce qu'il faut savoir que donc le score final c'est 97-95 en prolongation, ce qui est faible, on en revient à ce que tu nous expliquais. Non, ce que je disais tout à l'heure, hein, ça c'est sûr que le scoring, voilà. Et Alex, je finis avec ça sur cette intro du match 3, on va détailler 2-3 petits trucs, mais 23-15 pour les Pacers en fin de match, dans le quatrième. Et puis bon, 9-7 en prolongation, ça les matchs sont faciles à faire. Donc on a de nouveau un quatrième quart-temps, une fin de match et tout, on va dire traumatisante un peu pour New York parce que tu te retrouves mené 2-1 en disant mais en fait il devrait y avoir 3-0. Et alors, est-ce que si on avait été là à l'époque pour faire des débriefs en lendemain de match et tout, est-ce que tu penses qu'on aurait analysé ça comme les Knicks, la fin de match, l'exécution offensive, c'est une catastrophe, seulement 15 points dans le quatrième quart? Parce qu'il y a un peu de ça. Quand tu vois les images, tu dis déjà, c'est stéréotypé pas mal. Patty wing au poste, machin et tout, les mecs doubles et tout, enfin bref voilà. 2, en fait le spacing est... Honnêtement le spacing des Pacers c'est quand même bien meilleur que le spacing des Knicks à cette époque-là. Le spacing et pourtant des Knicks, il est pas incroyable. Non, mais le spacing des Knicks c'est vraiment pas fou quoi. On le disait, si John Stark met pas dedans... en fait c'est Stark ce spacing. C'est compliqué parce que Oakley peut te mettre des petits mid-range, Mason c'est quand même pas... Enfin voilà. Donc comment toi tu dirais ouais il y a un choke offensif un peu des Knicks, ou alors quand même est-ce qu'il faut quand même donner vraiment du crédit quand même aux Pacers qui vont le chercher et savent appuyer là où il faut en défense pour pousser les Knicks dans des retranchements? Comment tu nous la mets celle-là, parce que tu vois genre pour y répondre j'ai besoin d'une précision Alex. Est-ce qu'on parle de trash talk aujourd'hui 2025 ou si trash talk avec les outils de connaissance du basket de l'époque? Parce que non, avec les outils de connaissance de l'époque. Maintenant on a plus d'outils de connaissance, on peut comparer mais avec ce qu'on a à l'époque et puis avec les styles de jeu, parce que là on se fout de la gueule du spacing des Knicks et on sait pas encore ce qu'il y a. Et puis attends, c'est le style de l'époque. Oui c'est ça, tout à fait. Après t'as à l'époque des équipes genre ces Pacers là, genre les Rockets, l'Ouest en fait, l'Ouest je vois plus aéré. Le Magic à l'Est et le Magic et les Rockets de l'époque, ou les Suns qui jouent quand même avec plus de shooters aussi, qui sont déjà un peu plus avec des intérieurs dominants parce qu'on est dans les années 90, faut pas déconner, mais quand même t'as plus de shooters. Là les Knicks c'est compliqué donc le fait, en fait, la réponse est ça. Vu que Anthony Mason rate encore des lancers, par exemple, etc. Je trouve que c'est plus les Knicks qui ont les choses en main et qui les laissent glisser. Ouais. Mais c'est vrai que tout le mérite revient à Indiana parce que si New York panique, en fait, c'est pas pour rien qu'ils ratent autant de lancers. Je pensais pas pour rien. C'est la même chose qu'un peu avec Indiana cette année.
c'est comme par hasard, c'est contre les Pacers que tu te mets à. Ils rentrent dans ta tête, je pense. Ok. Ils rentrent dans ta tête et du coup, Mason, peut-être que si il rate un peu moins de lancers, si c'est pas Reggie Miller en face qui vient, tu vois, qui le nargue, tout ça et tout. Et puis c'est ce côté trilogie. Ambiance, tu vois, vraiment une atmosphère et tout, c'est cinématographique quoi, tellement c'est une saga. Donc je pense aussi qu'il faut rendre du crédit à Indiana. Faut pas en enlever trop à Indiana parce que ils font déjouer les Knicks. Mais les Knicks devraient quand même être à 3-0 ou en tout cas, on va dire dans un scénario à peu près normal, à au moins 2-1 pour eux. Parce que là, après 3 matchs, c'est là où veut en venir Simon, il y a 2-1 Pacers. Ouais. Et avec un match 4 à jouer à l'avantage du terrain. Avec un match 4 à jouer à Indiana. C'est ça. C'est chaud. C'est chaud. 2-3 petits trucs quand même que je dans le match 3. Il y a notamment, pour l'image, il y a un fameux dunk, pour ceux qui le voient dans les highlights de Reggie, c'est l'un de ses rares dunks, parce que Reggie dunkait vraiment rarement à deux mains dans le trafic et tout. Et moi je voulais aussi voir un truc pendant que je regardais le match, et je suis allé faire des recherches, que je me suis... En fait, quand les Knicks attaquent, très souvent, il y a un énorme bruit, alors c'était sur YouTube et tout, mais de voitures automobiles, tu veux dire dans la salle dans la salle, pendant qu'ils jouent, mais un truc assourdissant. Et en fait, ils expliquaient que les Pacers, ils mettaient l'effet sonore des voitures Indy 500 pendant les attaques adverses sur les deux saisons-là. 93, 94, 94, 80, mais genre c'est quand ça vraiment défend gênant. Sur l'attaque des adversaires. Quand les autres attaquent. Mais c'est un bruit, tu vois, t'as l'impression qu'il y a une voiture qui passe dans la salle, quoi. C'est des décibels et tout, c'est des tarés. Au point où la Ligue a dit vous arrêtez vos conneries et vous le mettez dans les temps morts les saisons suivantes. C'était vraiment pendant que les mecs jouaient. Genre Derek Harper monte la balle et t'entends des bruits de Formule 1 pendant que ça joue, quoi. Et les joueurs s'étaient plaints en disant non, mais quand même. Donc tu vois, c'est dur aussi de jouer Indiana, je pense, c'est des tarés. Dans le public et tout, il y a l'opposition, on n'en a pas parlé dans le contexte, mais il y a évidemment ce côté. Comment dire, cette revanche sur la grande ville. Ah oui, tu vois, c'est les paysans encore aujourd'hui. Bien sûr, même nous, trash talk avec notre humour que les gens savent si qualitatif. On se fout de la gueule des Pacers, on met des bobs, on parle de tracteurs et tout. Non, mais bien sûr, c'est les pecnos contre les mecs de la grande ville, les rednecks, les fameux rednecks. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est assez fort, tu vois, ce contexte et tout. Allez, je te propose d'aller sur le match 4. Match 4, donc 2-1 Pacers, match 4 à Indiana. Ouais. Vas-y. Et bah là, en fait, on va aller vite. 3-1 Pacers. Ça a duré 10 secondes. Allez, 3-1 Pacers. 3-1 Pacers. Débris de voiture, en voiture, en voilà, tac, 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 tac. 14 points d'avance pour les Pacers, 98-84. Ewing est bon. Comme d'hab, de toute façon. Il met 25 points. Starks, il arrose. J'ai plus les stats en tête. Je peux les trouver si tu veux. Ouais, parce que je crois qu'il arrose vraiment pas mal. Tu veux Starks du match 4 ? Ouais, je veux bien un petit box score du match. C'est qu'on s'est même pas fait de box score sur cette série. Tu vois, on les a. On est tellement dedans. Tiens, je vais la mettre à l'écran, la box score. Allez, on va regarder ça tous ensemble. John Starks, il est à 4 sur 13 au tir. 2 sur 8 à 3 points. Ouais. À l'époque, c'est vraiment de l'arrosage. Parce que prendre 8-3 points à l'époque, 2 sur 8 à l'époque, c'est du J.R. Smith des mauvais soirs 20 ans plus tard, quoi. Ouais, puis en plus c'est là aussi où tu vois la solitude de Pat Ewing. C'est-à-dire que le Patoche, il est le seul qui, c'est pas qui dépasse les 20 points, il est le seul qui s'approche et qui dépasse les 20 points. Derrière, parce que même tu vois, c'est pas un grand soir pour Derek Harper. 10 passes quand même, tu vois, il est celui de la passe. Mais ouais, mais au scoring, 4 sur 11, 2 sur 3 à 3 points. Mais en tout cas, oui. Et Starks arrose beaucoup trop. Et il y a un mec qui est en train de couler dans la série, notamment parce qu'il a raté des lancers, que ça lui reste en tête. Mason est un. Mason qui est 6e homme d'année, j'ai oublié de dire l'année là. Ouais. Et dans les playoffs là, au fur et à mesure, avec les lancers ratés, le fait qu'il y a un peu du hack sur lui et tout, il perd tout à fait son impact. Il perd confiance un peu. Il coule. Il coule. Et Charles Smith, qui est le titulaire, pas un immense joueur, pas un joueur d'impact. Costaud, tout ça et tout, mais en attaque, il est assez limité, Charles Smith. Et il n'y a pas ce qu'a apporté Mason, qui sait d'autres schémas de passe. Parfois, Mason même était trouvé assez tôt dans les possessions, voire après un rebond. Monter la balle, des petites choses comme ça. On voyait déjà un peu de ça. Donc les Knicks sont vraiment sur l'os, qui est Pat Ewing, et Starks, soit il met dedans, ça peut passer. S'il met pas dedans comme là, c'est boum, c'est 15 points d'avance pour Indiana. C'est compliqué, et donc Indiana gagne assez facilement ce match 4 à la maison. Donc il mène 3-1. Et là, par contre, il faut repartir faire un petit tour chez les Knicks au Madison Square Garden. New York dos au mur. New York n'a plus le choix. Toujours les mêmes 5 majeurs. J'en profite, on va donc toujours à New York, Derek Harper, John Starks, Charles Smith, Charles Oakley, Patrick Ewing. Et en face, on a Mark Jackson, Reggie Miller, Derrick McKey, Dale Davis, titulaire, Rick Smith. Ça bouge pas sur la série et tout. Pour finir d'ailleurs cette petite revue d'effectifs, en complément on a en gros Antonio Davis côté Pacers qui est le 6e homme le plus important, et un mec que j'avais un peu oublié, Haywood Workman, meneur remplaçant très défensif, qui parfois même joue les fins de match parce que Mark Jackson n'est pas bon défensivement sur Derek Harper. Il est en galère. Mark Jackson n'est pas un bon défenseur. Non, pas ouf. Et puis c'est marrant, il y a pas mal d'anciens coachs là. Je voyais le bout de banc des Pacers. T'as aussi Byron Scott et Sam Mitchell. C'est ça.
Et les Knicks, le banc est plus réduit un petit peu. Anthony Mason joue beaucoup, il joue plus que le titulaire. Donc en fait, c'est lui le titulaire, Charles Smith. Hubert Davis, beau shooter. Vraiment, j'étais surpris de. Lui, joueur moderne pour la peine un peu. Tu vois, il y a du ballon, il y a une sorte de Quentin Grimes dans le style, tu vois. On a Greg Anthony, meneur remplaçant. Le papa de Cole Anthony. Tout à fait. Et après, ça joue moins. Anthony Bonner et Herb Williams pour les minutes en plus dans la raquette. Et faire souffler un peu Pat Ewing, qui d'ailleurs au fur et à mesure de la série, t'as l'impression que sa genouillère s'agrandit. Donc on arrive à ce match 5. C'est ça. Avec les mêmes 5 majeurs que d'habitude. Match 5 à New York. New York est mené 3-1. Donc pour New York, c'est un elimination game. C'est ça. Vas-y Simon, raconte-nous un peu ce match 5. Le match 5, c'est pareil. Énorme thriller après le match 1. Un autre match qui se joue d'Arien. Un point au final pour les Knicks. Dans un Madison en fusion. Victoire d'un point de New York donc. Une fin de match, je me la suis refaite, c'est un régal, c'est improbable. T'as Byron Scott qui met un gros 3 à 6 secondes de la fin. Surtout qu'ils sont menés en entrant dans le 4e quart, les Knicks. C'est les Pacers qui sont devant à l'entrée de. C'est vraiment le Madison peut-être. Il y a plein de moments Madison Square Garden. Ça pourrait presque être un top 10 ça. Top 10 moments Madison Square Garden. Sans problème. Ça peut être un top 50 même. Mais là, je te jure que la tension dans le Madison, elle a rarement été aussi. Parce que se faire éliminer 4-1 par Indiana à la maison. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des fans des Knicks si ça arrive, mais ça va pas du tout, tu vois. C'est inenvisageable. Wow, vache, ouais. C'est inenvisageable. C'est les mecs. Et du coup, sur les Knicks, c'est même plus de la pression. C'est genre, les gars, c'est une question de vie ou de mort, t'as l'impression. Vraiment. Hein. C'est essayer de voir ce match. Tu sens vraiment que pour les joueurs des Knicks et pour les joueurs des Pacers aussi, c'est de se dire, en fait là, on va les tuer si on fait ça et tout. 4-1, tu vois, ça aurait été la fin sans doute de ces Knicks-là complètement. Et de l'autre côté, New York joue vraiment avec une espèce de rage, etc. Et Ewing... Donc, tu as ce panier à 3 points de Byron Scott. Ouais. Tu as dit à 6 secondes de la fin, pour donner de lead à Indiana. 5-9 exactement à l'horloge. 95-94. C'est ça. Pour les Pacers. Et là, remise en jeu Derek Harper, demi-terrain. Ouais. Il trouve John Starks qui va en tête de raquette, qui lui tout de suite sert Ewing sans perdre de temps. Ewing, il est où? Il est au poste un peu haut, quoi? Ouais, c'est ça, tête de raquette. Ouais. Tête de raquette, donc entry pass de Starks tout de suite. Il commence à aller sur sa droite, il est vraiment très bien bloqué par Anthony Davis. Il spin pour revenir à gauche. Peut-être qu'il a marché au passage. Ouais, peut-être qu'il y a 3-4 pas. Peut-être qu'il y a 3 pas. Mais bon, il revient sur sa gauche pour enclencher comme ça un shoot qui finit à une main, un peu par-dessus Anthony Davis. Petit, push shot runner un peu là. Tu vois, mais sur le mec, filoche. Hop, victoire. Les Knicks survivent dans le Madison. Ouais, c'est exactement ça. L'air est revenu dans le Madison Square Garden. Pat Ewing clutch, c'est moche à dire. Pour la carrière du grand Patoche, c'est pas non plus tout le temps. Il a eu des occasions d'être clutch qu'il a raté. Là, pour le coup, en elimination game, c'est ça. T'es mené à la maison, t'as la possession pour soit prolonger la série, soit être en vacances, et il la met. Et bonus, j'ai oublié, il reste un tout petit peu de temps, mais c'est vraiment... Reggie rate en plus un shoot un peu, mais tu sais que quand la balle est en l'air, tu te dis elle va tomber dedans, c'est Reggie. Voilà. Donc là, il y a double célébration parce qu'en fait, t'as ton héros pour le Madison Ewing qui a mis le shoot décisif et le peu de temps qui reste, t'as une dernière frayeur parce que quand même, tu sais que pendant que la balle de Reggie est en l'air, ça transpire. Hein. Bon, il rate. Un moment aussi improbable dans le match, toujours sur scène de Reggie qui rate. Ça, c'est vraiment très drôle et c'est très Madison. À un moment, sur la même possession, il a un premier 3 points, il le rate. La salle exulte sur les 3 points de raté de Reggie. La balle lui revient. Il re-shoot à 3 points, il re-rate, les mecs exultent encore plus fort. Et lui, en fait, tu sens qu'il joue quand même avec le public. C'est là où Reggie Miller, il est exceptionnel. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Il re-shoot et il re-rate et tout. Et là, c'est la teuf. À un moment, il rate. Alors, je crois que le 3e, c'est plus un 3 points. Parce que quand même, il s'avance pour dire, mais il le rate quand même. Et je te jure que c'est la teuf. Il y a temps mort et tout. Les mecs sont là, ils célèbrent les shoots ratés de Reggie qui lui-même en joue. Enfin, il y a un truc vraiment. C'est à la fois irrespirable, mais c'est du. Comment dire ça? C'est là aussi que la NBA, je pense, parce que tout le monde est devant aux États-Unis, c'est important de parler de ça maintenant. Je pense, tu vois, tout le monde est devant, gagne ce côté divertissement, mais ultime, avec le plus haut niveau du sport. Rivalité, narration, machin. Le truc qu'on a un peu perdu aujourd'hui, quand même, le mot rivalité, on l'a un peu perdu. Je dis pas qu'il n'y a plus de rivalité dans la NBA actuelle, mais ce genre de rivalité-là, où vraiment les mecs s'affrontent plusieurs années de suite, en play-off, machin, il y a des défenseurs qui peuvent pas se blairer avec leur attaquant, enfin bref, c'est le public qui se prend un joueur, la star d'en face. Et les mecs, Reggie qui joue le jeu, enfin tu vois, vraiment il y a quelque chose de dramatique, mais en même temps dans le sens vraiment de l'intensité d'un vrai film où tu es en haleine devant le truc, quoi. T'as l'impression que des scénaristes ne feraient pas mieux, etc. Et tout. C'est la naissance de la NBA telle que je trouve dans la continuité là, on est là, quoi. Ouais. Vraiment. Les Knicks prennent ce match 5. Ouais, les Knicks survivent. Les Knicks reviennent à 3-2. Par contre, il faut retourner là-bas.
Ouais, mais là, on va pouvoir Dans aller assez l'Indiana. vite sur le match 6. Alors vas-y. Bah, en fait, les Knicks égalisent à 3 partout. Les Pacers, ils sont pas. Notamment Reggie qui là se reprend Starks, vraiment très bon en défense Starks, faut le dire. Autant il arrose plus ou moins en attaque et tout, mais C'est un peu le sujet de la carrière de Reggie, ça aussi. Ouais. La carrière de Reggie, joueur incroyable. Ouais. Mais lui aussi, il en a manqué des occasions de Complètement. mettre la tête sous l'eau à des Ouais, gens. Complètement. C'est- Complètement. voilà, C'est un il a peu- été clutch et en même temps, presque. voilà. T'as raison, ce Game 6 de Reggie Miller est raté. Oui, Starks fait grave le boulot. Mais de ton Mais franchise Reggie devrait player être au-dessus, à la ouais. maison en Game 6, t'attends mieux, t'attends autre chose. Ouais. Je suis d'accord. Il fait, je note ça, pardon, je cherche, 18 points, 3 sur 9, tu vois. Ouais, à 3 points. 2 tu sur sais. 5, 2 Ouais. sur 5 à 3 points, c'est pas Ouais. terrible quoi. Et Non. puis il est pas présent, il pèse pas. Et Ewing lui est énorme, Ewing double-double énorme. à 25 points, 15 rebonds, une présence constante et tout. Super Charles Oakley. Ok. Notamment dans le jeu, dans la relation poste-haut, poste-bas avec Ewing, 19 points, 9 rebonds et tout. Derek Harper décisif, interception, lancer crucial. Enfin vraiment des Knicks qui sont encore dans la résistance, dans le fait de survivre. Et là tu te dis Alex que en fait à 3 partout, Grosse avec... défense. Ouais. Match qui est sueur et sang. Ouais. 3 partout. Et là, on se dit quoi? bah, on se dit mince, le dernier, le 7 est à New York. New York a fait le plus dur, ils sont légalisés en Indiana. Logiquement. Il n'y a aucune raison. Et là, ils ont Normalement, la... ça retourne en finale. Et les ils, Knicks. ils peuvent éliminer Indiana pour la 3e année de suite. Et retourner en finale. Et retourner en finale et sans doute Enfin, faire en finale de conf, pardon. Excusez-moi. Ouais, parce qu'on mais est en tu sais demi de que là, conf. à ce moment-là, après le match 6, tu sens vraiment dans la tête des Knicks, des fans de la Knicks Nation. Genre, on va on est dire. en finale NBA, quoi. On a une bague dans, on a une bague dans un mois. On a une bague dans un mois. Non, je vous jure, en fait, on a eu très peur contre Indiana. Ils menaient 3-1. C'était, tu passes en une semaine, c'est l'ADN des Knicks. On est à 2 doigts du pire cauchemar qui aurait été d'être éliminé à la maison 4-1 par les Pacers. Ah, on est les plus forts. Ah, en fait, on a fait le plus dur. On était mené 3-1, on a 3-3, le match était chez nous. On va les taper. Chaque épénie, on va les taper et on va prendre notre revanche soit sur Olajuwon ou on se Soit sur tapera qui ils Barkley, veulent ou à je sais l'ouest, là, on pas. s'en Voilà, fout. on Ouais. s'en fout, on va être bagué. Hmm. Et Jordan, il avait qu'à pas aller faire du baseball, tu vois. Non, mais c'est incroyable. Tout est là, quoi. C'est pour ça aussi que je voulais prendre cette série. T'as sur une semaine parce que les fans des Knicks, finalement, les anciens le savent, c'est un club, on ne peut plus montagne russe, très émotif, presque drama queen, etc. Et tout. Mais c'est réel, quoi. C'est réel. Et là, vous l'avez compris, hein, dans la façon dont on présente les choses, ça va pas tout à fait se passer comme prévu pour nos amis de New York. Non. Et puis en plus, Alex, ça va être une nouvelle fois cruel. Mais alors cruel avec 7 R et 8 L à la fin. Cruel. C'est c'est vraiment des Cruella des soins dalmatiens. On ne peut pas faire plus cruel. Vas-y, raconte un peu ce Game 7, hein, Je commence par quoi? comme tu veux. La fin, le début. Ouais, début, le score, non? Ouais, le score, ouais. 97-95 Pacers à New York dans un match 2 7. points d'écart à New York. Dans Et un alors, match des comment dire? trop de trucs. Alors là, il y a du gros Reggie. Pour Ouais. le coup, il s'est raté à la maison, mais il envoie du sale au Madison Square Garden. 29 points. Ouais. 3 sur 5 à 3 points, on prend pas ça, mais 29 points, des lancers, des trucs et tout, vraiment. Des gros paniers importants. Ouais. Plein de gros paniers. Rick Smith aussi. Franchement, Rick Ouais. Smith solide. 19 points seulement, entre guillemets, mais solide. Il fait une série, hein, Rick Smith. Hein. Ouais. Il fait une série, hein, je peux vous montrer les il fait stats une de série. la série. Là, je vais vous sortir ça tout de suite. Bougez pas. Je vous les ai montrés tout à l'heure, mais on n'a pas insisté là-dessus. Vous voyez, Rick Smith, il est là. Je vais aller un petit peu vers la droite. Ah bah je peux pas, tiens, c'est pas très pratique mon truc. Non, mais Bah, il a... c'est pas grave, on voit bien ici là, il y a 22 points. Je voulais voir les rebonds et tout, mais il met autant de points de moyenne que Reggie, à 60% au tir. Quand même. Et il fait une grosse Monsieur Rick défense Smith. sur Ewing. Ouais, grosse défense sur Ewing. Parce qu'il permet de pas toujours faire prise à deux. Enfin, parfois il le tient et tout, il le gêne bien. Hein. Après, Ewing sur ce match 7, il est quand même. Ewing est il est un monstrueux. petit peu Il sérieux, donne quoi. tout. 29 points, 14 rebonds, 5 passes, 4 contre. C'est une bataille de tranchées un peu, hein, ce Game 7. Hein. Stark c'est bon aussi, 19 points, 2 sur 5 à 3 points et tout. Mais il y a un gros mais avec Pat Ewing sur ce match. Et je pense que c'est le gros c'est la mais. blessure dans la carrière de Pat, c'est sans doute là. Ouais, je pense, ouais. Vas-y. Vous vous rappelez qu'au match 5, il met donc le shoot de la gagne avant que Reggie rate le sien à 5 secondes 9, là où il est servi, vous avez fait le truc tête de raquette par Starks et tout. On a exactement la même situation à la fin du match 7. Il a la balle pour gagner. Remise en jeu ce coup-ci à 5 secondes. Alors c'est 0,9 mais ça va faire un peu de diff. 5 secondes, Derek Harper et tout. Starks au lieu de partir vers la ligne de fond, arrive pas à se démarquer, vient en gros dans le coin, prenez les 3 points, n'est pas servi. Ewing lui prend l'espace, on va dire, vraiment près d'Harper. Donc au niveau de la ligne à 3 points, près de la remise en jeu, là, sur la gauche, on va dire, si on est comme ça, tu vois. Il reçoit la balle à cet endroit-là, il a un pied derrière la ligne à 3 points, un pied encore sur les 3 points. Et il est un peu loin du cercle, du coup. Il avance, il enfonce son défenseur. C'est hein. ça, il met tout de suite un gros appui pour se retourner en fait bien fort, pour enclencher un dribble sur sa main droite. Et là, du coup, en franchissant la ligne des lancers francs, il enclenche un double pas
Grand double pas. Un très long double pas avec des longs appuis, son long bras et tout. Et du coup, à cause de cette longueur de pas de truc, la balle, c'est pas qu'elle lui échappe, mais tu sens que le double pas va être un peu long. Il est pas si près du cercle, mais c'est métable. Hein. Et du coup, avec la longueur de bras et la longueur d'appui, bah, c'est un peu long. Ça tape vraiment le fond du cercle. Et ça ressort. Et c'est fini. Les Pacers gagnent. Alex va 7. vous mettre l'image. Je peux vous mettre une image un peu pixelisée, mais on n'a pas eu là grand chose de mieux. Mais on voit ça, c'est le lay-up, vous voyez. Et il arrive vite en fait. Il arrive vite et de loin. Là, on se rend pas compte avec l'image, il est un peu plus loin que ce que l'image paraît du cercle. Elle va taper fond de cercle. Et on vous a trouvé une petite coupure de presse. Bon, là, elle est toute petite de l'époque, mais il y a bien écrit que les rêves de gloire des Knicks en fait, vont se fracasser contre le fond du cercle. Exactement. Très très bonne traduction de monsieur Simon. C'est exactement ça. Ils vont rebondir sur le fond du cercle. Et c'est terrible. C'est terrible. C'était une balle pour égaliser. Hein. C'était pas forcément une balle. C'était pas du tout une balle pour gagner puisqu'il y aurait eu 97 partout. C'est une balle pour égaliser. Mais le problème, c'est que ça rebondit au fond du cercle et c'est fini. À New York, les Pacers sont qualifiés. Oh, la violence. Les gens pleurent, genre littéralement. Les gens, tu vois, ça pleure dans le Madison. C'est vraiment, vraiment terrible. Écoute, pour te dire à quel point c'est terrible, les playoffs continuent. Les Knicks n'y sont plus. On le sait pas encore à ce moment-là. Ils retrouveront la finale, mais c'est plus pareil. C'était un exploit. Les Knicks, Ewing et Riley, les vrais Knicks, pardon de dire ça en fait, les vrais Knicks. C'est fini. C'était leur dernier. Et pour preuve, le lendemain du titre, donc c'est Orlando. En gros, Indiana va perdre contre Orlando au tour suivant et Orlando va perdre contre Houston. Houston champion. Olajuwon fait le back-to-back. Une des deux bagues aurait dû aller à Ewing. En tout cas, aurait pu aller à Ewing, voir les deux. Les Knicks peuvent se poser des questions parce qu'entre la défaite en 7 en finale l'année d'après et cette défaite-là en demi-de-conf, j'avoue. Et tu sais ce que c'est le coup de grâce, le vrai coup de grâce? De quoi de cette fin. Que ça soit Olajuwon qui soit champion. Alors il y a ça, mais il y a surtout le lendemain du titre, donc back-to-back de Houston. Le lendemain, dans la presse new-yorkaise, qu'est-ce qu'on apprend? Ah oui, Pat Riley se casse. Waouh, le lendemain Patoche. L'autre a dit c'est bon, j'en ai ras le cul de ces conneries. Il a eu une offre qu'on ne refuse pas de Miami, parce qu'en gros Miami lui ont dit tiens, il y a un nouveau club, tiens, il a toi, cadeau, tu prends le club, tu prends la franchise, pardon. Les gens n'aiment pas que je dise club en plus, c'est vrai. Tu prends la franchise du Miami. Pourtant il est coach des Knicks, il est bien, il a tu vois, c'est l'idole de New York. Hein. Et il accepte. Il se casse. Waouh, c'est vrai que c'est très violent. Donc les Knicks de Riley, leur dernier match se finit en 7, enfin leur dernière série de playoffs se finit en 7 au Madison Square Garden sur un lay-up qui brique au fond du cercle de Pat Ewing. Voilà, violence. Donc on a été un peu long sur le match après match, mais il y a des échos. Ce match 5 qui est vraiment l'exploit d'Ewing qui répond au match 7 et tout. Et retenez bien ce motif, le dernier match de Pat Riley pour le Knicks, c'est avec Reggie Miller. Retenez, on y reviendra à ça. Oh la vache, quelle violence. Pour faire retomber un peu tout ça, Simon, je te propose le petit moment un peu divertissement. Je vais avoir besoin que tu me donnes ton top 3 de la série. Et je vais le rentrer là, et puis je vais l'intégrer pour les gens. Tiens, regarde, c'est quoi? Regarde, je mets la petite chose là en direct. Là. Vas-y, raconte. Ouais. C'est quoi ton top 3? Alors, tu sais que je suis un peu les yeux sur mon ordi, mais je vais chercher mon top 3 parce que je voulais le cacher à Alex. J'ai mis à l'écran le truc. Tu vas me dire les noms, je vais les remplir en direct. Vas-y. En 1, Pat Ewing quand même. Okay. Ouais, je suis désolé, mais je mets Pat Ewing. Okay. En 2, Reggie. Attends, ouais, c'est bon, ça s'affiche. Reggie en 2. Miller. Eric Smith en 3. Et Rick Smith en 3. Et toi, t'as quoi? Moi, j'aime bien. Moi, je vais te les mettre tous là. Ouais, je regarde, je vais découvrir ça avec vous en temps réel. Je te jure que je suis encore fatigué du match après match. Cette série, regardez-la, hein, franchement, c'est la série préférée de ton joueur préféré, quoi. C'est clair. J'ai les mêmes joueurs que toi, mais je suis pas d'accord sur le 1. Ouais, je comprends. Moi, je mets Reggie Miller en 1. Dieu sait que j'adore Patrick Ewing. Ouais. C'est pas le sujet, j'adore. C'est un des joueurs qui m'a fait le plus vibrer. Je suis pas un fan des Knicks spécialement, mais j'aime bien les Knicks quand même. Et il m'a fait vibrer émotionnellement. C'est incroyable, sa série. Mais je peux pas le mettre meilleur joueur de la série parce que déjà, le meilleur joueur peut être dans l'équipe perdante. Dans notre petit top 3, il n'y a pas de problème. Ça va arriver dans d'autres séries, vous verrez et tout. Il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, là, je peux pas mettre Pat Ewing parce que vraiment, il a été énorme d'un point de vue statistique, mais
on parlait des occasions manquées de Reggie dans sa carrière et tout. Putain, celle-là de Pat Ewing, elle est... Oui, et à l'inverse, Reggie, lui, est plutôt un peu plus clutch à nouveau. Le match Mets-moi tes lancers, mets-moi ce lay-up, là, de Game 7 à la maison et tout. Reggie a été certainement intrinsèquement, statistiquement moins balèze que Pat Ewing sur cette série. Pat Ewing est monstrueux et tout, d'accord, ok. Mais Game 1, Game 7, Reggie t'ouvre, il te conclut la série. Leadership incroyable, assume la pression du public. Les matchs où il est pas bon offensivement, où les shoots rentrent pas, on n'en parle jamais. Mais en fait, il y a quand même des efforts tout à fait honnêtes défensivement de la part de Reggie Miller. Et il fallait face à ces Knicks. Donc pour moi, Reggie Miller, lui, pour le coup, c'est dommage parce que derrière, il y a le Magic et tout. J'aurais bien aimé voir ces Pacers en finale NBA contre les Rockets, mais bon, le Magic en a décidé autrement. Ouais. Je pense que les Pacers auraient posé d'autres problèmes différents aux Rockets, mais bon, voilà, ça c'est du what if de chez What If. Mais du coup, non, j'ai Reggie Miller et je suis d'accord pour compléter le playoff. Rick Smith, ça, par contre, il fait vraiment une grosse série. Et puis les Pacers ont gagné, d'avoir 2 mecs des Pacers. Il y a un côté logique, surtout que tu vas mettre qui côté Knicks ? Bah c'est ça. John Starks. Bon. Bah ils sont irréguliers. En fait, c'est là où tu te dis, il aurait fallu un Starks un peu meilleur. C'est pour ça que je mets quand même Ewing en premier, parce qu'en fait, je trouve qu'il est moins fautif que ses lieutenants. Les mecs, il est moins bien entouré. Derek Harper est bon, mais il a plus assez, il est un peu vieux et tout. Et Starks, Mason et Oakley pèsent dans le jeu et tout, mais il dépasse pas son rôle de 4 double-double un peu défensif, tu vois. Et du coup, tu dis un lieutenant est meilleur, mais en fait, Ewing, c'est matin, midi, soir le meilleur joueur de la série intrinsèquement. Non, mais j'entends, je me fais peut-être un peu... Non, mais on a tous les deux raison là, je pense. En fait, c'est juste la vision des choses. Moi, j'aimais bien ce côté solitude d'Ewing, genre, je suis meilleur de la série, mais j'ai perdu. Et je trouve que ça symbolise tellement ce Ewing. Moi, je voulais boucler avec ça au début. Je te dis, c'était un top 5, top 4 MVP. Et des fois, on en parle, on a l'impression qu'il est plus proche de Mutombo que David Robinson. Les gens se gourrent sur Pat Ewing, tu vois. Et je trouve que ça, c'est la série qui représente un peu le truc de... Ewing, il a un bon supporting cast, mais il a pas... C'est pas non plus incroyable, quoi. Non, bah c'est un peu l'histoire de sa carrière, ça. Et cette série le symbolise... 3, hein, si vous avez pas vu. Il est rincé à la fin, on lui en demande trop. Il est usé, tu vois, complet. Et même émotionnellement, tout est sur lui. On revoit l'image comme ça, mais elle a double sens. C'est Atlas. Il porte tous les espoirs des Knicks sur ses épaules. C'est l'image de 94. Quand il fait ça. Tu vois, c'est vraiment ça. Non, mais t'as raison. T'as à la fois... Oui, c'est un V de la célébration, c'est pas... mais il y a vraiment tout le poids de New York, et ça pèse, hein, sur les épaules d'Ewing. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de le mettre en premier pour le symbole, pour effectivement... Pat Ewing, c'est le meilleur mec d'une série qui perd contre Indiana. Tu vois, c'est tout Pat Ewing. C'est terrible. J'avoue. Petite conclue, petite morale. Ouais. Qu'est-ce qu'on raconte ? Qu'est-ce qu'on a ? Moi, en morale, franchement, même s'ils ont gagné les 2 années d'avant et tout, je sais pas si tu peux perdre de façon plus dramatique. On a essayé de bien vous faire le match après match et tout pour comprendre ça. Je sais pas si j'ai déjà vu. Il y a le 3-1, on en avait, mais vu le contexte et le fait que derrière il n'y a plus de bague, que Riley se casse, que c'est fini comme ça aussi brutalement. C'est le point d'exclamation sur le côté loser magnifique de la carrière de Pat Ewing. Et des Knicks. Ouais. Je sais pas si tu peux... Comment tu écrirais un truc où une équipe perdrait de façon... Alex, ils marquent plus de points qu'Indiana dans la série. Ils perdent à cause des lancers. Ils perdent 3 matchs de 2 points. Le premier, l'autre, il met... On l'a vu là, il met 9 points en 8 secondes. Ils perdent... Tu vois, enfin... Ils perdent 2 fois... je crois que c'est chez eux. Attends, j'ai un doute. Oui, le premier et le 7, ils perdent 2 fois chez eux de 2 points. Peut-être qu'encore plus que le choke sign de 94, peut-être que cette série représente encore plus le côté loser magnifique des Knicks et de Pat Ewing et le côté diable pour les Knicks de Reggie Miller. Ouais. Tu vois ? Ouais. Peut-être, ouais, effectivement. C'est quand même une série de fous. Et puis ça va en 7, enfin bref, c'est... Et rappelle-toi, sur les 2 années-là, la finale, l'année d'avant, ils sont en finale, ils perdent au match 7. Pareil, d'un rien, ils sont... Et je sais pas si enchaînement d'élimination pour la même équipe a déjà été plus cruel. C'est vrai que c'est chaud. Tu vois, les Knicks là, ils se prennent un espèce de double trauma. Riley, il se casse quoi. Il dit mais bon, c'est fini les gars. Bon, quoi. Je sais pas s'il y a plus cruel, s'il y a plus dur et ça te tue quoi. Il y a un truc démoniaque effectivement. Enfin tu vois, c'est de la torture, je trouve vraiment de perdre de si peu. Ouais. C'est dur, hein. Moi, c'est cruel le monde du sport de haut niveau. Ok, c'est une belle petite morale. Ouais.
kiff, là j'avais vu, t'as mis dans tes notes, kiff, Anthony Mason, franchement. Ouais. Ok, il en a chié, t'en as parlé, il baisse un peu la confiance, les lancers, machin. C'est pour ça que ça m'a fait mal au cœur de le voir comme ça, il pèse pas dans la série. Mais quel joueur quand même. Ouais, une sorte de... très très atypique. Un gros bébé, mais avec du toucher. Je t'ai dit, la danseuse étoile de 115 kilos. Moi j'adorais Anthony Mason. Et puis, autre petit kiff quand même, c'est que, et on va boucler comme ça. Donc là, on a une première trilogie. Vous l'avez bien vu, 93-94 de victoire des Knicks, 7 défaites qui fait partir Pat Riley. Et c'est la fin de ces Knicks, on va dire que je qualifierais de Oakley Starks et Ewing Riley. Et les Knicks n'ont jamais été aussi proches du titre. Ils rejoueront une finale en 93-9, on y revient dans 2 secondes, mais là, ils sont vraiment. Là, ils sont là, je suis d'accord. Tu sais que je pense vraiment que si là, ils passent le 7, franchement, en 95, je me demande s'ils ne gagnent pas. En tout cas. Il aurait fallu se faire le Magic et se faire les Rockets, donc c'est quand même un gros what if. On part de loin, mais oui, ils auraient été en place. Et le problème, c'est que Ewing montre, moi je pense qu'il y a un peu de fatigue et tout, parce que je te dis, la série là, il joue trop, quoi. Trop. Du coup, deuxième trilogie quand même, il faut savoir qu'ils se jouent donc 93, 94, 95, et ils font un peu une Star Wars, c'est-à-dire qu'ils se rejouent 3 fois de suite, en 98, 99, 2000. Je te le finis avec pour conclure, mais 98 c'est une victoire des Pacers. Là c'est vraiment, les Pacers sont très au-dessus de ces Knicks là en 98. Ewing est vieux, je sais même pas s'il est pas blessé dans la série là déjà et tout. John Starks doit plus être là évidemment, il y a Larry Johnson, il y a des choses comme ça. Les Indiana ils sont vraiment bons. Ils étaient un poil plus jeunes dans la série qu'on a vue et là ils sont vraiment, c'est le top d'Indiana. Ils sont un peu plus jeunes, donc ils sont dans leur prime collectif. Il y a Chris Mullin notamment les a rejoints, etc. Ils poussent les Bulls en 7. Avec Jalen Rose aussi et tout. 99, c'est le fameux upset des Knicks où ils battent tout le monde et le Larry Johnson 3+1, autre moment top 10 Madison. Et alors, sans doute podium, tu vois. C'est du lourd, c'est du lourd. Parce que c'est contre Indiana en fait. Vous comprenez mieux pourquoi. Les Knicks de Latrell Sprewell. Ça veut dire on va éliminer Indiana et c'est pour ça que les mecs détestent Indiana. Et on voulait aussi prendre cette série pour le remettre dans le contexte actuel parce qu'ils vont peut-être se rejouer. Ils sont en train de nous recréer une trilogie là. Exactement, ils viennent déjà de se jouer 2 fois. Parce que là, il y aura l'an 2000 après. Et il y a l'an 2000, et alors c'est pire que tout. En 2000, Indiana. Alors oui, New York l'année d'avant va en finale, parce que ça on retrouve aussi souvent le vainqueur d'Indiana va en finale. T'as vu cette année les Pacers vont en finale. En finale de conf 2000, Indiana gagne 4-2. Indiana va en finale, perdre contre les Lakers de Kobe Shaq et tout. Mais c'est le dernier match de Patrick Ewing sous le maillot des Knicks. Le Patoche, il va terminer sa carrière sous le maillot des Knicks par une défaite contre les Pacers. Éliminé par Reggie Miller. Reggie Miller est un démon à New York. Cette vidéo, c'est le dernier match de Pat Riley avec les Knicks, c'est le dernier match de Pat Ewing. Il a brisé les rêves. Je pense que, franchement, mais dans les ennemis publics marins, je pense que les gens doutent entre Ben Laden et Reggie Miller, tu vois, New York, si tu leur demandes vraiment quoi. Les mecs, tellement. C'est fou quand tu remets tout en place. Dernier match d'Ewing, dernier match de Pat Riley. Lui aussi, il a coupé la tête à 2 piliers new-yorkais aussi. Quoi. C'est chaud. C'est terrible. Donc voilà, grosse rivalité, c'est pas pour rien. Elle est née et elle a pris toute son essence dans les années 90. C'était Knicks Pacers 95. Ça s'est fini en 7 par une victoire de Reggie Miller et des Pacers. J'espère que vous avez kiffé ces petites anecdotes et ces petits racontages. Et puis, de toute façon. Gros bisous. Ouais, exactement. On se retrouve bientôt pour une nouvelle série de l'été. Ciao tout le monde. Ciao.